Philippe Moati, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes professeur d'économie et cofondateur de l'Obsoco. L'Obsoco, c'est l'Observatoire Société et Consommation, société d'études et de conseil. En stratégie, vous avez publié, monsieur, plusieurs ouvrages comme L'avenir de la grande distribution en 2001, si je ne dis pas de bêtises, La nouvelle révolution commerciale en 2011 ou plus récemment en 2016, La société malade de l'hyperconsommation. Un nouveau commerce, nouvelles compétences. C'est un peu le titre de votre exposé. On va vous écouter et puis on invitera le public à vous poser quelques questions juste après. Merci, monsieur. Merci, bonjour à tous. Donc on a déjà parlé de révolution à plusieurs reprises. Je ne vais pas faire exception. Vous avez entendu que j'ai publié en 2011 un ouvrage qui s'intitule toujours d'ailleurs, La nouvelle révolution commerciale. Donc j'adhère à cette idée. Je vais rajouter une couche, mais je vais surtout dire que ce n'est pas la première révolution que le commerce connaît, car si on se livre à un examen même rapide de l'histoire du commerce, on se rend compte que cette histoire est ponctuée de révolutions, de loin en loin. Et quand on s'interroge sur pourquoi à tel moment et pas à tel autre, eh bien, il y a une concomitance frappante. Les révolutions commerciales interviennent dans le même moment de mutation du capitalisme. Donc il y a un lien qui n'est pas lié au hasard, c'est tout simplement que le commerce étant un secteur d'interface entre la production et la consommation, quand le système économique et social est en mutation, le commerce est aux premières loges pour se réformer. Donc si on veut comprendre les transformations actuelles du commerce et anticiper vers où on va, eh bien, je crois qu'il est important de comprendre que le commerce est en phase d'adaptation à une nouvelle donne qui fait évoluer, une nouvelle donne globale de tout le capitalisme, qui fait évoluer les critères de compétitivité qui s'imposent aux entreprises et plus généralement les mécanismes de création de valeur. Et c'est ça que le commerce est en train, à sa manière, avec les spécificités de son secteur, qu'il est en train d'intégrer. Alors je vous propose de faire un petit zoom arrière pour commencer, pour voir d'où nous venons. Parce que pour se projeter dans l'avenir, c'est toujours pas mal de repartir du passé. En fait, ce qu'on appelle le commerce moderne, c'est né avec le capitalisme industriel. Ça nous replonge au XIXe siècle, après la révolution industrielle, lorsque l'industrie devient un secteur clé. Et le commerce d'entrée de jeu s'inscrit en remorque de l'industrie. Le commerce est là pour écouler la production industrielle. Et alors, le summum de cette manière de faire commerce va se mettre en place avec, pendant l'époque du Fordisme. Fordisme, c'est les fameuses 30 glorieuses, où on a une économie qui est fondée sur le couplage entre production de masse dans les usines et consommation de masse dans les foyers. Donc, vous comprenez bien que pour faire le lien entre la production de masse et la consommation de masse, il fallait inventer une distribution de masse. C'est notamment le modèle de la grande distribution, avec un business model, donc une manière de créer de la valeur et de construire sa compétitivité qui est très centrée sur la compression des coûts de distribution. Donc, en quelque sorte, le commerce joue la même partition que l'industrie. L'industrie réduit les coûts de production, le commerce réduit les coûts de distribution pour faire baisser le prix des produits, du coup étendre les débouchés et participer à la démocratisation de la consommation. Du coup, l'humain s'efface devant le produit. L'idée, c'est d'optimiser la circulation des produits et d'en réduire le coût. Et donc, on va essayer d'optimiser le face-à-face entre le produit et les consommateurs. Et donc, les leviers de cette manière de créer de la valeur, ça va être l'exploitation systématique des effets de dimension. D'ailleurs, c'est dans le titre, la grande distribution. Donc, les économies d'échelle, les économies de réseau, la substitution du capital au travail, etc. Enfin, des mécanismes qu'on connaissait bien dans l'industrie et qui vont être transposés dans le monde du commerce. Et donc, la clé de la compétitivité d'une entreprise du commerce est alors la taille. Il faut être grand. C'est pour ça qu'après les super, on va inventer les hypermarchés. Donc, c'est une course à la taille pour exploiter ces effets de dimension et même une course à la puissance. Ça, c'est très franco-français parce que quand on est gros, on peut faire pression sur ses fournisseurs et tirer de la valeur de l'exercice d'un pouvoir de négociation. Alors, ça, c'était le monde d'hier, mais il faut constater qu'il a de beaux restes, mais l'environnement a beaucoup changé. Et donc, une nouvelle révolution commerciale s'est enclenchée. Et je dirais, en gros, ça commence dans les années 90. Vous voyez, c'est pas tout frais. Ça commence dans les années 90. Et en réalité, le commerce a mis beaucoup de temps à s'adapter à la nouvelle donne. Si on compare l'industrie et le commerce, on se rend compte que l'industrie a commencé sa mutation dès les années 80. Alors, pourquoi le commerce a-t-il pris tant de temps pour commencer à s'adapter à une nouvelle donne ? Parce que, sans doute, c'est un secteur qui est un peu protégé de la concurrence internationale. C'est un secteur qui est souvent oligopolistique, c'est-à-dire qu'on est entre soi, protégé de sérieuses barrières à l'entrée, et donc
Le modèle d'hier, celui que je vous ai décrit à l'instant, fonctionnait encore. Et j'ai envie de dire, il a encore de beaux restes en réalité, parce que le gros du secteur du commerce fonctionne encore sur le modèle que je viens de vous décrire. Alors ça a évolué bien évidemment, mais ça reste fondamentalement ancré dans le modèle industriel des 30 Glorieuses. Ceci dit, vous êtes tous des observateurs, voire des acteurs. Très clairement, on vit actuellement une accélération. Et ce qui nous a été montré lors de la première intervention montre qu'effectivement, ça va très très vite. Ça a été dit d'ailleurs au cours de la table ronde. Ça donne un peu le vertige. Et pour les acteurs qui sont obligés d'investir, de faire des paris sur des options incertaines, c'est extrêmement inconfortable. Alors essayons de comprendre, au-delà de l'écume de la vague, qu'est-ce qui se trame. Donc si je suis ma grille d'analyse, si je veux comprendre vraiment ce qui travaille au fond les transformations du commerce, je suis obligé de faire une petite analyse des fondamentaux du capitalisme contemporain. Et en fait, on va assister à une adaptation du commerce à ces fondamentaux du capitalisme contemporain. Alors, c'est un vaste sujet, on n'a pas l'après-midi pour le traiter, donc je vais être un peu caricatural, j'espère que vous me le pardonnerez. 3 points fondamentaux pour caractériser le capitalisme contemporain. Premièrement, ça ne va pas vous surprendre, ce qui va vous surprendre, c'est que je ne vais pas le développer, c'est le numérique comme technologie clé. À chaque épisode de l'histoire du capitalisme, on a une technologie clé qui irradie sur tout le système. Donc là, incontestablement, c'est le numérique. Je pense qu'on aurait tort de rentrer dans ces questions par la technologie. Deuxième caractéristique du capitalisme contemporain, l'OCDE a labellisé l'expression, nous sommes dans une économie de la connaissance. J'expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure. Et troisième caractéristique du capitalisme contemporain, la généralisation de la relation de service. Idem, j'expliquerai dans un instant ce que ça veut dire, mais tout ça combiné fait qu'on est dans un nouvel environnement qui impose aux entreprises de nouveaux critères de compétitivité, de nouvelles formes d'organisation et surtout de nouveaux mécanismes de création de valeur associés à de nouveaux modèles économiques d'entreprise. D'ailleurs, ça pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas aussi associé à de nouveaux acteurs. Alors, je vais maintenant développer ces points-là et progressivement amener vers la question de la compétence. Commençons par la fin, la généralisation de la relation de service. Quand j'essaie d'expliquer à mes étudiants c'est quoi le capitalisme contemporain, et si j'essaie de le résumer en une phrase, ce qui est évidemment profondément réducteur, j'ai tendance à dire on a quitté un capitalisme qui poussait des produits de l'amont vers l'aval à un capitalisme qui est tiré par l'aval. On pousse le produit de l'amont vers l'aval et on tire les filières de l'aval vers l'amont, et évidemment, c'est le client qui devient le point de départ. Donc en fait, on a redécouvert le client. Si vous faites un peu l'archéologie de la littérature managériale, vous allez vous rendre compte que c'est dans les années 90 qu'on s'est mis à se souvenir collectivement qu'on avait des clients et qu'il fallait mettre le client comme point de départ de la définition de la stratégie des entreprises dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement, c'était l'expression du durcissement de la contrainte de débouché. J'ai envie de dire aujourd'hui, pour la plupart des produits, produire la belle affaire. C'était l'obsession du Fordisme. Produire, c'est pas très difficile d'ailleurs. On peut trouver les endroits les plus économiques à travers la planète pour produire. La difficulté, c'est de vendre. C'est de vendre dans un contexte de mondialisation, de concurrence effrénée, de ralentissement de la demande. La contrainte de débouché s'est renforcée. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'avoir des clients, c'est un capital. Et que ce capital, il faut le faire fructifier, il faut le protéger, il faut l'étendre. Et donc, le mot d'ordre de la fidélisation s'est imposé. Et pour fidéliser des clients, il faut les satisfaire. Ce n'est pas suffisant d'ailleurs, hein. Mais on doit commencer par les satisfaire. Et donc, s'intéresser aux clients dans la société contemporaine, c'est d'abord prendre la mesure de la démassification. La société a continué son processus d'individualisation. Nous sommes de plus en plus différents les uns des autres. Et donc, subitement, on constate, à mesure qu'on s'intéresse aux clients, que les clients sont devenus profondément hétérogènes. Et donc, mission pour les entreprises, répondre à l'hétérogénéité de la demande et à l'évolution des ressorts de la décision d'achat. Et donc ça vous mène à un commerce qui doit se démassifier. Vous comprenez comment ça rentre en porte-à-faux avec une distribution de masse qui doit aujourd'hui apprendre à traiter cette subtilité de la demande. Et puis quand on s'intéresse vraiment aux clients, on prend conscience d'une réalité élémentaire que chacun peut observer à son échelle personnelle. C'est qu'un client n'achète jamais un produit pour lui-même. Quand un client décide d'ouvrir son porte-monnaie et d'acheter un produit, c'est parce qu'il entrevoit que dans la consommation du produit, il va tirer des effets utiles. Vous suivez ? Je n'achète pas une bouteille d'eau pour une bouteille d'eau. Je vous dis ça parce que j'ai soif. J'achète une bouteille d'eau, je sais, mais non, je ne vais pas m'arrêter. J'achète une bouteille d'eau parce que j'anticipe les bénéfices que je vais tirer de sa consommation. Ça va me désaltérer.
Donc, le produit est intéressant que dans la mesure où il porte des effets utiles, un potentiel d'effets utiles. Et vous voyez, ces effets, je considère qu'ils sont utiles parce que je considère qu'ils vont m'aider à résoudre un problème. Et là, en l'occurrence, pourquoi la bouteille d'eau m'intéresse? J'ai un problème, j'ai soif. La bouteille d'eau véhicule un potentiel d'effets utiles, étancher ma soif. Voilà. Mais c'est vrai de n'importe quelle demande, ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand on s'intéresse vraiment au client, un jour, on prend conscience de ça, et que finalement, on a sacralisé le produit parce qu'on venait du monde industriel, où le produit est au centre. Mais quand on part du client, en fait, ce n'est pas tant des produits qu'il faut vendre. Il faut vendre des effets utiles et des solutions. Et ça change tout, c'est ça qu'on appelle la relation de service. Je ne suis pas là pour vendre un produit, je suis là pour client, explique-moi ton problème, je vais t'accompagner dans l'obtention de la solution. C'est ça la relation de service. Vous constaterez que dans le B2B, ce que je vous dis est une grande banalité. Aujourd'hui, il n'y a pas un fournisseur qui n'est pas dans cette relation avec ses clients, en tout cas les gros clients, les gros donneurs d'ordre. Alors, ça a des effets très importants. Ça va d'abord enrichir la transaction commerciale en service. On en a eu pas mal d'illustrations, hein. Par exemple, la pertinence de la réponse qu'on va apporter à la demande individualisée, par le choix, par le conseil, par la recommandation. On va gagner en réactivité, en agilité, notamment on va essayer de réduire les délais de livraison. Mais plus fondamentalement, ça amène à réfléchir à comment on peut mettre en place des dispositifs pour accompagner les clients dans l'obtention de la solution. Or, une solution, c'est toujours une coproduction. Moi, vendeur, je mets des moyens à disposition, mais c'est en travaillant avec le client que la production que la solution va naître de notre interaction. Donc pour ça, il faut que je forme le client. Il doit savoir consommer. Par exemple, il faut que j'apprenne à boire. Là, c'est pas trop difficile. Mais vous voyez, pour le bricolage, si je ne sais pas bricoler, je ne tire pas profit des produits que j'ai achetés. Donc former le client, l'accompagner dans l'acte de consommation, pas seulement de l'acte d'achat. Et puis peut-être comprendre qu'un problème, souvent, appelle plusieurs produits pour obtenir sa solution. Et que le secteur du commerce s'est construit dans une gigue de produits, donc avec des cloisonnements, mais qu'en réalité, pour régler un problème, j'ai souvent besoin de produits ou de services qui viennent de différents secteurs du commerce. J'ai donc besoin de mobiliser un bouquet de biens et de services complémentaires dans l'usage. Et si je vais encore plus loin, est-ce que j'ai vraiment besoin de vendre le produit? Si je vends la solution, si c'est ça qui est l'objet de ma relation avec les clients, est-ce que la vente du produit est vraiment nécessaire? Et finalement, au bout de cette logique servicielle, il y a l'idée que le service est plus important que le bien. Et donc, dans certaines circonstances, je peux être amené à rester propriétaire du bien pour mieux rendre le service. Autolib, Velib, pour vendre un service de mobilité à bicyclette en ville. Tout ça est très compliqué, extrêmement compliqué. Ça nous ramène à l'artisanat en réalité. D'avant la révolution industrielle, où l'artisan disait au client « explique-moi ton problème, je vais bâtir une solution pour toi ». Sauf qu'on reste dans une logique de consommation démocratique pour tout le monde. Donc il faut arriver à mettre en place une relation de service à un coût maîtrisé, à un coût compatible avec des débouchés de masse. Comment on peut y parvenir? Grâce au numérique. Le numérique est l'outil qui va permettre d'industrialiser, c'est un vilain mot, industrialiser la relation de service. On a vu tout à l'heure par exemple les chatbots. On a vu que le banc numérique chez Decathlon qui affiche les caractéristiques des produits pour savoir lequel correspond le mieux à l'usage que je veux en faire. On voit comment, à la place d'avoir un conseiller omniscient, on peut avoir des technologies qui permettent de maîtriser le coût de la recommandation, de l'accompagnement du client et finalement de l'obtention de la solution. Ça, c'était pour l'entrée du commerce dans le monde du service. Mais je vous ai dit que, deuxième caractéristique du capitalisme contemporain, l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est quoi? C'est simplement constater qu'aujourd'hui, quels que soient les secteurs, la compétitivité des entreprises repose très largement sur sa capacité à innover en continu. Pas une fois, innover en continu, ce qui est une condition pour relancer l'appétit des consommateurs, des clients, relancer la demande. Et c'est aussi une manière de se différencier de la concurrence, parce que si vous n'êtes pas différencié, dans un monde d'hyper-concurrence, votre rentabilité, elle tombe à zéro. Donc l'innovation continue est une manière d'arriver à sortir du lot, de développer les ventes et d'arriver à garder de la marge dans un monde d'hyper-concurrence. Mais comment on se met en position d'innover en continu? Les entreprises du monde industriel n'avaient pas ça dans leur gène. Elles avaient la productivité dans les gènes, mais pas la créativité, pas l'innovation continue. Donc pour être en mesure d'innover à un rythme continu, eh bien, il faut fonder l'activité sur la maîtrise de compétences collectives spécifiques. Par exemple, si je suis un laboratoire pharmaceutique, mon métier, ce n'est pas de fabriquer des médicaments. Mon métier, c'est d'être un spécialiste des sciences de la vie
Et je suis à la frontière des connaissances là-dessus. Et par mon effort d'apprentissage, j'essaie de repousser en permanence les limites de ces connaissances pour être capable d'inventer sans arrêt de nouveaux médicaments. Bien, c'est ça l'enjeu de l'économie de la connaissance, c'est de redéfinir la mission de l'entreprise, son objet. Elle ne se définit pas par rapport à des produits, elle se définit par rapport à des compétences collectives qui vont fonder son avantage concurrentiel. Je vois que je suis mélangé dans mes papiers, voilà. Alors, pour les entreprises du commerce, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, pareil, de passer d'une économie fondée sur la taille et la puissance, que j'évoquais tout à l'heure, symbolisée par la centrale d'achat, par exemple, à une économie de la compétence. Et là aussi, on va se rendre compte que le numérique est un outil majeur, critique, pour arriver à mettre en place cette économie de la compétence dans le secteur du commerce comme ailleurs. Alors, quelles compétences pour le commerce ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut définir la compétence spécifique sur laquelle va se fonder la compétitivité des entreprises du commerce. J'ai d'abord envie de parler des compétences centrales, qui me paraissent être peut-être les plus cruciales à court terme. Pour avoir longtemps réfléchi au sujet, je vous propose, mais c'est ouvert à la discussion, de dire que la compétence qui va être absolument fondamentale, incontournable, pour continuer d'être acteur, non pas du commerce, mais des marchés de consommation, c'est plus large. Vous comprendrez ce distinguo dans un instant. Je pense que la compétence, c'est la compétence de la maîtrise des données. Encore une fois, je le soumets à votre discussion, mais je vais argumenter un tout petit peu. Alors ça va se décliner selon les business models de l'entreprise. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui joue le low cost, et je dis volontairement low cost et non pas hard discount, parce que je suis sur les marchés de consommation, pas seulement sur la distribution, alors on est clairement sur la maîtrise des données qui permettent d'optimiser les flux logistiques. D'accord ? Pour arriver à réduire les délais et à maîtriser les coûts. On a vu les enjeux de l'instantanéité tout à l'heure. Si vous êtes plutôt dans une approche servicielle, je pense que l'avenir est plutôt de ce côté-là, alors les données que vous devez maîtriser, ce sont celles qui permettent de comprendre les attentes d'une clientèle plurielle, des massifications, et d'une clientèle riche, qui a donc des aspirations qui ne sont pas uniquement fonctionnelles. Par exemple, l'eau, ce n'est pas juste pour boire, mais l'eau, c'est aussi... Ils ont enlevé l'étiquette. C'est aussi une manière de vivre vie en bonne santé ou d'avoir la ligne. Des attentes immatérielles très dures à cerner. Donc avoir des données qui permettent d'appréhender la subtilité et la complexité des attentes des consommateurs. Des données qui permettent ensuite d'ajuster finement l'offre à la demande. On a vu que le magasin était gêné par sa taille pour exposer toute l'offre. Decathlon en France, pardon, pas Decathlon, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Amazon propose en France 240 millions de références. Donc vous voyez l'enjeu d'arriver à mettre face à face le bon produit et le bon client, à une échelle de masse, avec des coûts maîtrisés. Ça passe nécessairement par la maîtrise des données. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de cette relation de service qui est à la clé des modèles serviciels orientés clients. Eh bien pareil, à moins de mettre un conseiller derrière chaque client, la seule manière de maîtriser les coûts, c'est de maîtriser les datas. J'ai travaillé pour le monde de la librairie, un secteur que j'aime beaucoup. Ils sont sûrs que ce qui les protège des géants du numérique, c'est leur capacité à conseiller les clients. Mais comment voulez-vous qu'un libraire, avec ses journées de 24 heures, arrive à lire tout ce qui sort de chez les éditeurs pour être capable de conseiller chaque client face à ce qu'est capable de faire Amazon en mobilisant l'intelligence collective de l'ensemble de ses clients qui font des commentaires sur l'ensemble des produits qui y sont vendus. Vous voyez qu'il y a un combat de David contre Goliath. Et le logiciel d'Amazon qui fera les recommandations, il coûte peut-être cher à élaborer, mais le coût marginal d'utilisation, zéro. Donc voilà, on sent très clairement que la maîtrise des données va être le facteur critique. Alors avec deux facettes. La captation des données, être capable de réunir les données pertinentes. Ce n'est pas simplement d'accumuler des kilo-octets de données, c'est des données pertinentes sur les clients, sur leurs besoins, etc. Et ensuite, parce que c'est facile de stocker des données, mais ça ne produit rien les données en tant que telles. Ensuite, il faut avoir l'intelligence de la donnée, c'est-à-dire la compétence pour traiter ces données, pour en tirer des offres utiles, pour optimiser les prestations qu'on peut offrir à ses clients. Et donc, c'est des compétences très particulières qui sont en train de se construire, pas seulement dans le commerce, partout, à l'intersection de l'informatique, de la statistique et du marketing. Alors, j'ai envie de dire informatique dans la distribution, on connaissait depuis longtemps. La statistique, un peu moins. Mais le marketing, curieusement,
ça n'a fait son arrivée, son entrée dans le monde de la distribution que très récemment. Dites-moi si je me trompe, mais moi j'ai toujours pensé que le premier directeur du marketing à faire partie d'un comité exécutif d'un groupe de distribution, selon mes informations, c'est 1997 et c'est chez Carrefour. 1997. Torchman, c'est 98 chez Auchan. 98 chez Auchan. D'accord? Donc c'est dans un mouchoir de poche. Vous voyez, on a attendu la fin des années 90 pour commencer à reconnaître. Avec Pierre Vol, prof à Dauphine, on avait fait une étude là-dessus. On avait appris à l'époque que l'espérance de vie d'un directeur du marketing, alors je ne sais pas si c'était toujours le cas, était de l'ordre de 1 an et demi, 18 mois. Très dur d'intégrer la compétence marketing dans un groupe de distribution qui n'a pas cette culture-là, qui considère que le marketing, ça se fait dans le point de vente, au contact quotidien des clients. Donc pour vous dire que cette compétence-là, à l'intersection de ces 3 domaines, l'informatique, la statistique et le marketing, elles ne sont pas du tout faciles à choper. Mais ça, c'est la compétence centrale. À côté de ça, vous avez des compétences de personnel de contact. J'ai bien dit de personnel de contact, pas de vente, parce qu'on a beaucoup parlé de showroom. Demain, le point physique, il ne sera pas forcément un point de vente. Donc le personnel de contact, eh bien, on sent bien qu'il va jouer un rôle clé dans la dimension expérientielle et servicielle des nouveaux business models. C'est une évidence, ça a été dit à plusieurs reprises au cours de la table ronde précédente. Ça doit être un personnel qui est expert de l'offre, connaître parfaitement les produits, sachant que par ailleurs, ça a déjà été dit, les clients sont de mieux en mieux informés. Donc il est inconcevable que le personnel de contact en sache moins que les clients. C'est un expert de la relation. Ça veut dire, premièrement, qu'il doit respecter le contrat de base sur l'accueil. Alors très souvent, j'ai entendu tout à l'heure le remarque sur les petites entreprises du commerce indépendant, mais quelquefois, ce contrat de base d'un accueil de qualité, on ne l'a pas toujours. Hein. Mais au-delà de ça, ce personnel de contact, il doit être capable d'identifier le besoin et de construire la solution pour faire vivre l'approche servicielle que je viens de vous décrire. Il doit aussi contribuer à évoquer la dimension immatérielle du positionnement des marques et des enseignes, puisque par rapport au ressort symbolique de la consommation d'aujourd'hui, cette couche d'immatériel est extrêmement importante. On pourrait dire qu'il doit faire vivre le storytelling de la marque ou de l'enseigne. Ça peut passer par la manière dont il est habillé, par son profil tout simplement. Regardez le personnel qui travaille chez Citadium, pas choisi par hasard. Ils incarnent le positionnement de l'enseigne. Et puis, éventuellement, comme dans cette approche servicielle que je suis en train de vous décrire, le commerce ne fait pas que du commerce, ce personnel de contact, il doit apprendre à faire autre chose. De la production, par exemple. De la production, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Et pas seulement dans les métiers de bouche. On a vu tout à l'heure, je crois que c'était au bon marché, qu'on peut transformer des produits sur place. On peut finir un produit, un vêtement, l'adapter aux besoins de chacun des clients. De plus en plus, le point de contact sera aussi un endroit où on produira quelque chose. Il faut du personnel capable de produire. Et puis on a parlé, ça a été dit tout à l'heure, j'ai été très sensible, le faire. Je suis convaincu que moi, c'est l'avenir de la consommation, le faire, F-I-R-E. Les gens ont envie de faire, de participer à leur consommation, d'être actifs. Eh bien, on commence à le voir à droite à gauche, des cours de cuisine chez Monoprix, des cours de bricolage chez Leroy Merlin, chez Decathlon, on peut pratiquer le sport, etc. Il faudra aussi avoir du personnel de contact capable d'aider les clients à faire, de leur mettre les pieds à l'étrier. Vous voyez qu'on est très très loin de la caissière ou de l'employé libre-service. Et puis tout ça, évidemment, avec une capacité à maîtriser des outils numériques qui vont succéder à une vitesse faramineuse, il faudra se former, être capable de les exploiter, etc., de passer de l'un à l'autre. Donc en gros, le niveau monte, ça induit un besoin de formation très important. J'ai envie de dire, au-delà d'ailleurs des qualifications à donner au personnel, il s'agit de leur donner des compétences. Je pense que tout le monde connaît cette distinction. Donc en gros, il faut empower, c'est dur à dire en anglais, ça. En français du moins, empowermenter le personnel. Lui donner du pouvoir d'agir, pouvoir de prendre des initiatives dans un monde complexe. On est très très loin de la manière dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant. Donc en conclusion, je pense que le passage de la puissance à la compétence dans le monde du commerce va être difficile. Il est difficile. Pourquoi ? Notamment parce qu'on vient de ce modèle industriel. On vient de ce modèle industriel où la main-d'œuvre, il faut bien le reconnaître, était un coût à réduire et un élément de rigidité à flexibiliser. Donc en fait, la manière de gérer la main-d'œuvre dans le modèle de base de la grande distribution, c'était ça. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est aux antipodes. La main-d'œuvre devient un actif critique, car c'est la main-d'œuvre qui est dépositaire des compétences collectives des entreprises. Donc il faut un autre profil de main-d'œuvre. Il faut d'autres modes d'organisation et de pilotage de la main-d'œuvre, notamment, si j'osais les jeux de mots, il va falloir apprendre à mobiliser du cerveau d'œuvre. On a mobilisé de la main-d'œuvre de manière assez taylorienne. Il va falloir mobiliser du cerveau d'œuvre, ça veut dire de l'intelligence, de la créativité, et à tous les niveaux.
de la subjectivité, du relationnel, de l'implication de la personne dans toute son épaisseur. Un vendeur de chez Decathlon, c'est pas juste quelqu'un qui vend de la force de travail, il amène avec lui sa passion et qu'il essaie de transmettre avec des clients qui lui ressemblent. Donc on est sur une approche totalement différente qui fait que de plus en plus on va choyer ce personnel-là qui sera dépositaire des compétences collectives dans les entreprises du commerce, et en même temps, si je me permettrai l'expression ici, en même temps, ceux qui mettent les produits dans les rayons, ceux qui conduisent les camions, qui livrent les produits à bicyclette, etc., ceux-là, ils vont être traités à l'ancienne. Ils vont être traités à l'ancienne, donc un vrai risque de dualisation sur le marché du travail de la distribution entre ceux qui apportent une contribution décisive à la compétence des entreprises et ceux qui restent des coûts et des éléments à flexibiliser. Et on le voit très bien, cette dualisation est déjà en cours. Ça va être difficile aussi parce que, et peut-être surtout parce que les entreprises du commerce, comme toutes les entreprises, ont à faire face à des facteurs d'inertie. Alors ça fait près de 25 ans que je travaille sur le secteur du commerce, au contact assez étroit de beaucoup de ces acteurs, et je dois reconnaître, et je le confesse devant vous, que très souvent j'observe une dose d'inertie que je trouve assez désespérante, inertie mentale, c'est-à-dire une vraie difficulté à comprendre la force des dynamiques de transformation qui sont à l'œuvre. On a toujours tendance à les minimiser. Donc inertie mentale. Quand on commence à vaincre l'inertie mentale, commence alors l'inertie organisationnelle. On se rend compte que une entreprise, surtout quand elle a grossi, eh bien, elle s'est rigidifiée. Elle a des routines qui fonctionnent bien, mais qui sont devenues très rigides. Et donc, quand il faut changer de mode de fonctionnement, ça devient très difficile. Et à supposer qu'on ait vaincu de l'inertie organisationnelle, arrive alors l'inertie cognitive. C'est l'inertie des compétences, c'est-à-dire qu'on a appris à faire certaines choses, on le fait plutôt bien, mais quand il faut apprendre à faire des choses radicalement différentes, eh bien, on a beaucoup de mal à apprendre les nouvelles compétences qui sont pourtant à la base des exigences de compétitivité. Alors, ce n'est pas grave quand on est entre soi. Ça devient grave quand le secteur s'ouvre et que de nouveaux acteurs arrivent. Et là, il se trouve que les nouveaux acteurs, on les a beaucoup sous-estimés au démarrage. Ce sont les acteurs du numérique. Les acteurs du numérique, les nouveaux barbares, comme on aime bien se le raconter dans le monde du commerce, les nouveaux barbares du commerce. Ceux-là, ils n'ont pas d'héritage à assumer. Donc, ils n'ont pas d'inertie mentale, ils n'ont pas d'inertie organisationnelle, ils n'ont pas d'inertie de compétences. Ils auront peut-être un jour, mais les compétences qu'ils ont, de toute façon, c'est celles qu'il faut. Ils sont nés avec les compétences qu'il faut par rapport au monde d'aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, eux, ils sont les explorateurs des nouveaux business models. Et si on regarde en fait les innovations dans le monde de la consommation au cours des dernières années, les plus fondamentales, c'est eux qui les ont amenées. C'est eux qui les ont amenées. Alors, je dirais, par exemple, la radicalisation des approches low cost, avec l'ubérisation, avec la consommation collaborative, ils ont osé le faire, eux. Les approches servicielles, quand même, c'est incroyable. On prétend entendre le client dans le monde de la distribution. Mais en fait, les grandes innovations servicielles, c'est Amazon qui les a produites, et à un rythme accéléré. On a à peine digéré une innovation servicielle qu'une autre arrive. Une autre arrive. Et en plus, combiner une excellence logistique. Ils sont capables d'avoir les compétences sur les deux fronts. C'est extraordinaire. Le coup de génie de l'invention de la place de marché. C'est un coup de génie, ce truc-là, et qui porte en germe une menace radicale, la plateformisation du commerce. Attention, si les choses continuent telles qu'elles sont en train de se profiler, nos distributeurs vont devenir des fournisseurs des plateformes qui seront le point de passage obligé pour atteindre le client final, plateformes qui, elles, auront développé une approche servicielle. Et puis, évidemment, ces géants du numérique, eux, ils ont la chance de pouvoir mobiliser les compétences clés nativement. Sur les données, la captation des données, là où les distributeurs sont quelquefois réduits à analyser les tickets de caisse, vous imaginez les informations dont dispose Google ? Il sait tout de vous, toutes vos requêtes, tous vos emails, etc. Il sait tout de vous. Les assistants vocaux dont on a parlé tout à l'heure, il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, Amazon m'a confié une borne Alexa, Echo. J'ai ça à la maison actuellement. J'en fais l'expérimentation. Mais c'est terrible. C'est terrible. Alors, je ne sais pas s'ils écoutent nos conversations alors qu'on n'a pas appelé Alexa. J'espère que non. Mais même avec tout ce qu'on va le demander à Alexa, mais on va lui demander tout. Le programme de télé de ce soir, etc. Enfin, tout. Vous imaginez la quantité de données. Si on considère qu'en plus Amazon produit des films de cinéma et des séries, ils savent ce qu'on regarde, ils savent ce qu'on écoute, services de musique, etc. Donc vous voyez la vision panoramique que ces acteurs ont et les quantités énormes de données qu'ils sont capables de réunir. Et par ailleurs, ils ont l'intelligence pour les traiter. Ils ont un effet de masse. D'abord, ils sont nés dans le digital, et ils ont un effet de masse. Ils ont des armées de data scientists. Je rappelle que Amazon, c'est le premier budget de R&D, tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Donc je terminerai en vous disant que je pense que l'avenir des entreprises du commerce se joue dans la course
à la compétence, à l'acquisition de ces compétences critiques que j'ai tenté d'esquisser tout à l'heure. C'est fondamental, bien plus que de s'équiper du dernier gadget numérique. On est sur la couche profonde, on n'est pas sur la couche superficielle. Beaucoup a été fait et beaucoup est en train de se faire. On sent qu'il y a une prise de conscience, notamment par rapport à l'évolution du profil de recrutement des collaborateurs. On essaie de capter des diplômés, hein, on met le paquet sur la formation, on dépasse de beaucoup les obligations légales hein, dans le secteur du commerce. Donc on met le paquet là-dessus, mais il y a eu un retard à l'allumage. Et en la matière, vous savez, dès lors qu'on est avec du numérique en face, on est face à ce que les économistes appellent des rendements croissants. C'est-à-dire que le succès appelle le succès. Et ça devient très difficile de déboulonner si on a acquis une position dominante. Donc je pense qu'il est urgent d'accélérer. Je pense que c'est ça le mot qu'il faut retenir, accélérer dans les mutations en cours, et notamment dans l'acquisition de ces compétences critiques, en gardant à l'esprit que derrière les mutations que je viens de vous décrire, il y a, ça a été dit tout à l'heure, hein, l'abolition des frontières. Et je conclurai de manière très provocatrice en vous disant que cette abolition des frontières peut mener jusqu'à la disparition du commerce tel qu'on l'entend traditionnellement. Cette idée qu'il y a un secteur d'activité qui achète des marchandises à des fournisseurs pour les revendre à des clients, sans transformation, cette idée-là, elle est historiquement datée, et il n'est pas sûr qu'elle restera un modèle dominant de satisfaction des besoins des consommateurs dans l'avenir. Donc, attention, le principal obstacle à l'adaptation que je suis en train de vous décrire, c'est encore une fois l'inertie mentale. Commençons par vaincre l'inertie mentale, ça veut dire ouvrir les chakras, prendre de la hauteur et prendre conscience que dans le monde qui vient, la compétence va devenir un enjeu absolument fondamental. D'où l'importance de la formation. J'espère que ce faisant, j'ai bien introduit la table ronde qui va suivre. Merci de votre attention. Merci Philippe. Merci Philippe.